La bataille d'Angleterre fut l'un des tournants les plus cruciaux de la Seconde Guerre mondiale, se déroulant de juillet à octobre 1940. Alors que le ciel était envahi d'avions, la Royal Air Force RAF réussit à défendre avec succès la Grande-Bretagne contre la tentative de la Luftwaffe de conquérir la supériorité aérienne. En quelques mois, Hitler fut contraint de reporter, puis d'abandonner complètement ses projets d'invasion du territoire britannique. Si la Grande-Bretagne avait perdu, les conséquences auraient pu être catastrophiques, ouvrant la voie à une invasion allemande et bouleversant radicalement le cours de la guerre. Les enjeux ne pouvaient être plus élevés. Cette bataille mit en lumière non seulement le courage des pilotes, mais aussi l'importance de la coordination du renseignement et des infrastructures en coulisses. Mais comment la Grande-Bretagne parvint-elle à organiser un succès stratégique d'une telle ampleur, et quel rôle le bloc des opérations de d'Oxford joua-t-il dans la défense des îles britanniques? Nous sommes dans la salle des opérations de d'Oxford, véritable cœur battant de l'espace aérien durant la bataille d'Angleterre. D'Oxford était une station de secteur dont la fonction était double: fournir la défense de la région des East Midlands et venir en aide au 11e groupe lorsque celui-ci était submergé, ce qui arriva à plusieurs reprises. L'histoire de d'Oxford nous donne un aperçu essentiel de la bataille d'Angleterre. Elle révèle avant tout qu'il s'agissait d'une infrastructure complexe, bien plus qu'une simple gestion de pilotes. On pourrait même affirmer que la survie même de d'Oxford reflétait la profondeur défensive de la RAF. La campagne de la Luftwaffe au-dessus de la Grande-Bretagne se déroula en plusieurs phases soigneusement calculées, motivées à la fois par des impératifs militaires et politiques. Dans la première phase du 10 juillet au 6 août, les Allemands concentrèrent leurs attaques sur les routes maritimes et les installations côtières, visant à paralyser les ports britanniques et à perturber les voies d'approvisionnement. Ils cherchaient également à provoquer la RAF afin de l'obliger à se battre en plein jour. Du 6 août au 6 septembre, leur attention se porta sur les usines d'aviation et les installations de production. Les bases de la RAF situées le long de la côte sud furent bombardées, ainsi que des usines clés telles que Supermarine Woolston et Hawker à Weybridge. Le 12 août, les Allemands s'attaquèrent aux défenses invisibles de la Grande-Bretagne, le radar. La Luftwaffe frappa 5 stations radar: Canterbury Douvres, Rye, Pevensey et Vent-Nord. Ces stations furent mises hors service pendant une journée, mais rapidement réparées. À partir du 7 septembre, la Luftwaffe se tourna vers les villes et les agglomérations, cherchant à briser le moral de la nation. Londres fut bientôt en flammes, puis l'ennemi dirigea ses bombardements vers Birmingham, Bristol, Manchester et Coventry. Les rues furent réduites en gravats, et des familles sortirent des abris pour découvrir leurs maisons détruites. Ce n'était plus simplement une bataille pour le contrôle du ciel, c'était une bataille pour la survie. Une réponse décisive de la RAF face aux assauts aériens d'Hitler devenait plus cruciale que jamais. Comment la RAF réagit-elle concrètement à la menace des avions allemands, avec une étonnante flexibilité pragmatique peu associée habituellement à cette force? Assez tôt, il fut décidé que le Hurricane, légèrement plus lent des deux principaux chasseurs d'environ 25 miles à l'heure, se concentrerait sur les bombardiers, tandis que le Spitfire, plus rapide et plus agile, s'occuperait des chasseurs ennemis Messerschmitt Bf 109. La RAF prit aussi la décision stratégique de ne pas poursuivre les avions allemands au-delà de la Manche. Elle préférait affronter l'ennemi au-dessus de son propre territoire. Le moral, quant à lui, demeura remarquablement élevé. La rhétorique de Churchill maintenait la nation soudée. La RAF possédait une culture profondément enracinée de résilience. Pas tout à fait, nous ne serons jamais vaincus, mais presque. L'adaptation concerna aussi l'industrie britannique. Il fallut un certain temps pour atteindre la pleine capacité, mais Lord Beaverbrook réussit à augmenter la production d'avions à des niveaux tels qu'en septembre 1940, la RAF disposait en réalité de plus d'appareils qu'à la fin du mois de juin. Le système Dowding devint le sommet du génie stratégique de la bataille d'Angleterre.
Ses racines remontent pourtant à des innovations en matière de défense aérienne datant de la Première Guerre mondiale. Le terrain pour la détection et la réponse coordonnée avait été préparé plusieurs décennies auparavant. Edward Ashmore revint du front occidental le 31 juillet 1917 et mit immédiatement en place la London Air Defence Area. Il établit un bureau au centre de Londres près de Whitehall. Dans ce bureau se trouvait une grande carte quadrillée, semblable à celle que j'ai devant moi. Il la supervisait personnellement, assis sur une haute chaise assisté d'un certain Higgins. Ashmore créa environ 200 postes d'observation, tous reliés par téléphone. Les observateurs appelaient pour transmettre les informations qui étaient ensuite reportées sur la carte. Il mit également en place un anneau de canons antiaériens. En 1918, il en avait environ 600 disposés en cercle à 25 miles de Londres. À l'intérieur de ce périmètre, il déploya quelques 378 avions de chasse et même 18 ballons destinés à servir de barrage. Conceptuellement, on peut dire qu'Ashmore fournit l'ADN du système Dowding. On pourrait tout aussi bien affirmer que la London Air Defence Area fut le prototype de ce dernier. Au cœur du système Dowding se trouvait le radar, une technologie d'alerte précoce développée dans les années 1930, permettant de détecter rapidement et de répondre efficacement à l'approche d'avions ennemis. Ce système combinait les données du radar avec les rapports du Royal Observer Corps et transmettait l'information à travers une chaîne de commandement claire, permettant ainsi aux contrôleurs de diriger les pilotes de chasse avec rapidité et précision. L'intégration du radar dans le système Dowding devint essentielle aux chances de victoire de la Grande-Bretagne. Le système Dowding était le réseau intégré de défense aérienne qui fut fondamental à la victoire britannique durant la bataille d'Angleterre. Hugh Dowding, devenu chef du Fighter Command en 1936, eut la vision d'intégrer le radar dans un réseau complet de défense aérienne. On pourrait dire que le radar n'aurait pas été efficace s'il n'avait pas été inclus dans un tel système de commandement et de contrôle, ce que nous appellerions aujourd'hui un réseau défensif en temps réel. Ces avantages étaient considérables. Les ressources limitées comme les pilotes et les avions étaient utilisées de manière optimale, puisqu'on ne les faisait décoller que lorsqu'une cible avait été identifiée. On peut affirmer que Dowding parvint à créer de l'ordre à partir du chaos. Sans le radar, les avions auraient littéralement chassé des ombres. On peut tout autant affirmer que sans radar, la Grande-Bretagne aurait pu perdre la bataille d'Angleterre et que sans le système de Dowding, le radar n'aurait été qu'une curiosité scientifique donc gaspillée. La structure du système Dowding fut cruciale pour la diffusion rapide de l'information. Les stations radars, les salles d'opération et le commandement des chasseurs étaient reliés par une chaîne continue et fluide. Cette coordination donna à la Grande-Bretagne un avantage décisif, lui permettant de réagir avec vitesse et précision aux attaques ennemies. Mais ce n'était pas seulement le radar et les avions de chasse qui assurèrent la victoire. Au début de la bataille d'Angleterre, quelques 30 000 hommes appartenaient au corps des observateurs. Formés et compétents, ils occupaient des postes d'observation espacés de 16 à 20 km principalement sur la côte est et la côte sud du pays. Tous étaient reliés par téléphone à un réseau central, et ils constituent les héros méconnus de la bataille d'Angleterre. On parle souvent du radar, mais celui-ci n'indiquait que l'arrivée des avions ennemis. Les observateurs, eux, révélaient leur direction donnée essentielle pour organiser les interceptions. Le 1er avril 1939, un commandement de la défense antiaérienne fut créé sous les ordres du général Peel. Il disposait d'environ 1200 canons antiaériens de gros calibre et de 200 de plus petits calibres. Les plus grands pouvaient atteindre 9000 mètres d'altitude, les autres environ 6000. On comptait également 3932 projecteurs, les deux dispositifs fonctionnant de concert. Selon certaines sources, 219 avions allemands auraient été abattus par ces moyens à la fin de la bataille. Le Balloon Command, créé le 1er novembre 1938 sous la direction de Tudor Boyd, gérait 693 ballons captifs, dont une quarantaine seulement étaient mobiles. Leur but
était de contraindre les bombardiers allemands à voler plus haut afin de protéger les usines. Ironiquement, 3 fois plus d'avions britanniques que d'avions allemands furent perdus en percutant ces ballons, mais Dowding jugeait ce risque acceptable pour éviter les bombardements à basse altitude. L'ensemble du réseau était coordonné depuis Bentley Priory, le quartier général du Fighter Command, qui supervisait tout le système. À l'été 1940, la Grande-Bretagne possédait ainsi le premier système intégré de défense aérienne au monde. Dans les blocs d'opération eux-mêmes, chacun avait un rôle à jouer. Hommes et femmes travaillaient sans relâche jour et nuit pour défendre les îles britanniques. Me voici à la position du contrôleur dans la salle des opérations de d'Oxford. Le contrôleur était véritablement responsable de toute l'opération. Il parlait directement aux pilotes et devait idéalement les guider vers les appareils allemands à la même altitude ou plus haut avec le soleil dans leur dos. Il devait être clair, calme, impassible, et il était même conseillé qu'il entretienne de bonnes relations avec les pilotes. Pendant la bataille d'Angleterre, le contrôleur de d'Oxford était Alfred Basil Woodall, surnommé Woody, que l'historien Dilip Sarkar considérait comme l'un des meilleurs. Il était assisté d'un Operations A, relié au quartier général du 12e groupe à Watnall, puis à Hucknall, qui transmettait les ordres de décollage d'urgence. Il communiquait aussi avec le corps des observateurs, recevant les informations de ces 2 sources. Le Operations B, son collègue immédiat, avait pour mission de donner le signal de décollage aux pilotes en coordination avec les officiers de dispersion sur la base. Derrière eux se trouvaient des officiers de liaison de l'armée, connectés au réseau anti-aérien et capables d'émettre des alertes aux raids aériens. Les WAF jouaient également un rôle capital. C'est grâce à leur travail de cartographie et de marquage sur la table d'opération que le contrôleur pouvait visualiser la situation en temps réel. Le travail était exigeant 4 heures de service, 4 heures de repos, et tous les 3 jours, 8 heures de service, puis 8 heures de pause. Les informations provenaient à la fois des stations radars et des postes d'observation. Elles étaient représentées par des blocs de bois, indiquant s'il s'agissait d'avions amis ou ennemis, leur nombre et leur altitude. À chaque mise à jour, les opératrices consultaient l'horloge, repéraient la couleur correspondant à la tranche de 5 minutes en cours et plaçaient des flèches assorties sur la carte. Ainsi, le contrôleur observant depuis la passerelle disposait d'une vision instantanée et actualisée de la bataille. C'était un effort collectif exemplaire. Sans les traceuses, le contrôleur n'aurait pu prendre ses décisions. Et sans le contrôleur, leur travail n'aurait eu aucun sens. Et si le contrôleur n'avait pas pris ses décisions, alors tout ce que les opératrices avaient tracé n'aurait eu aucune valeur. Il existe une photographie célèbre prise au plus fort de la bataille d'Angleterre, représentant la salle des opérations de d'Oxford. Cette image montre clairement que la survie de la Grande-Bretagne ne fut pas une question de hasard, ni uniquement de bravoure des pilotes, mais bien le résultat d'un système humain. Chaque personne y avait un rôle, et chaque rôle comptait. On pourrait dire que cette image constitue une métaphore visuelle du système Dowding, non pas une simple chaîne de commandement, mais un véritable réseau. L'Allemagne perdit effectivement la bataille d'Angleterre en octobre 1940. Après des mois de combats aériens intenses, la Luftwaffe échoua à obtenir la supériorité aérienne sur la RAF, condition indispensable au projet d'invasion de la Grande-Bretagne par Hitler connu sous le nom d'Opération Lion de mer. La victoire britannique fut façonnée à la fois par la résilience stratégique de la RAF et par l'incapacité de la Luftwaffe à atteindre ses objectifs. Le bloc des opérations de d'Oxford incarne l'éclat pratique et méthodique de la défense aérienne britannique. Sa contribution fut déterminante pour inverser le cours de l'offensive allemande. Le système défensif fut transformé par le système Dowding. Une réaction désordonnée fut convertie en une symphonie d'interception coordonnée. Les escadrons rares et précieux se trouvaient au bon endroit au bon moment, augmentant ainsi le taux d'interception. Les rencontres fortuites devinrent une défense systématique.
l'information se transforma en puissance et la puissance en survie. La rhétorique de Churchill résonnait de l'Inverness jusqu'à d'Oxford, et la RAF était pleinement consciente de la portée symbolique de son rôle. L'avenir de la Grande-Bretagne reposait sur ses épaules, et chacun de ses membres était déterminé à tout faire pour le préserver. Les salles d'opération, comme celle d'Oxford, demeurent essentielles à l'héritage de la bataille d'Angleterre. Elles rappellent que les sacrifices accomplis il y a 85 ans ne doivent jamais être oubliés et qu'ils doivent rester vivants dans la mémoire collective.